Bonjour à tous, bon après-midi. Merci beaucoup de cette invitation dans mon ancienne famille, je dirais. Moi, je suis pneumologue, Jésus Gonzalez, à la Pitié-Salpêtrière. Pneumologue et envoyé vers Garches dans les années 90 pour me former au handicap. Parce que la pneumologie, ça a des grands handicapés, l'épidémie mondiale de BPCO et d'obésité, sur lequel on applique tout ce que j'ai appris à Garches. Et nous avons une spécificité aussi dans le service qui est la restauration de la ventilation chez les blessés médulaires. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui avec l'extension qu'on va pouvoir en faire, et c'est la partie à venir. Donc on m'a demandé de parler de la stimulation électrique sur la fonction respiratoire. Et je vais attaquer directement. Sachez qu'on a, comme souvent, on n'est pas nombreux à travailler dessus. Donc avec Thomas Similowski, on a quelques conflits d'intérêts qui sont... Là, on a envie de déclarer un petit conflit d'intérêts négatif, puisqu'on est un petit peu fâché avec même la société qui fabrique le stimulateur. Donc, il faut le dire. Donc, si j'ai un aspect un peu, des fois un peu négatif sur la société qui fabrique le stimulateur implantable diaphragmatique, sachez aussi, on ne déclare pas les conflits d'intérêts négatifs, mais il faudra le faire, je pense. Donc, voilà. Je vais vous parler de la stimulation électrique respiratoire et quelques notes historiques avec la description des deux stimulateurs qui existent actuellement sur le marché. Un depuis un finlandais qui est dans la suite du stimulateur américain qu'on utilise maintenant depuis une vingtaine d'années, et le nouveau stimulateur qui se pose par voie cœlioscopique tout récent. Les indications reconnues avec les résultats attendus qui sont démontrés, et on a quand même un niveau de recherche et de démonstration clinique, et c'est pas facile avec les blessés médulaires qui sont pas nombreux, les blessés médulaires au-dessus de C4 qui sont encore moins nombreux, les blessés médulaires ventilés 24-24 qui ont besoin d'un stimulateur qui sont vraiment pas nombreux. Donc sachez qu'on arrive quand même à avoir un peu de résultats scientifiques, à tel point que on a réussi à arriver à faire rembourser ces appareils qui coûtent quand même dans l'ordre de 60 000 € en 2011. On a découvert des résultats inattendus qui nous ont fait progresser en électrophysiologie et aussi en autres gestions et autres handicaps de ces malades. Et puis on terminera avec les perspectives qui nous attendent sur ce traitement. La stimulation électrique respiratoire, en fait, on a deux buts dans la stimulation électrique ou magnétique pour obtenir la contraction du diaphragme. Et d'ores et déjà, le bon terme, c'est stimulation phrénique. On stimule le nerf phrénique. Même quand on passe par le diaphragme, comme vous allez voir tout à l'heure dans une des techniques, on stimulera toujours le nerf phrénique. Pour deux objectifs. Un qui est toujours celui qu'on a recherché, notamment chez les blessés médulaires, pour une action, c'est-à-dire faire travailler le muscle, le faire contracter et donc faire ventiler. Mais on a découvert, on était obligé de passer dessus au départ quand on commence à restimuler un diaphragme qui n'a pas été utilisé pendant 2 ans, un effet entraînement. Et bien cet effet entraînement de reconditionnement musculaire, on est en train d'essayer de l'utiliser dans d'autres maladies, et c'est un peu les perspectives que je vais vous présenter. Commençons par l'action. On veut faire contracter le diaphragme pour faire respirer. Et bien ça, les deux indications, c'est le blessé médulaire ou l'atteinte vraiment centrale haute. L'entraînement, c'est au départ le blessé médulaire qu'on vient de réimplanter parce qu'il n'a plus de diaphragme et donc il faut le refaire. Donc il y a une phase pendant 2 mois, quasiment 2 mois de réentraînement. Et c'est ça qu'on est en train d'utiliser dans nos perspectives, dans des maladies comme la SLA et mes collègues en réanimation pour essayer de lutter contre la dysfonction lymphatique dans la neuropathie de réanimation. La stimulation respiratoire, la salle qu'on a ouverte récemment à la Pitié, dont on s'occupe, qui s'occupe que de ça, on l'a appelée la salle, Le Roi des Tilleuls. Et pourquoi? Alors ça, c'est Thomas Similowski qui avait choisi ça. Et pourquoi il a choisi? Bien parce que Le Roi des Tilleuls, c'est le premier qui en 1819 avait déjà décrit qu'en stimulant le nerf phrénique au niveau du cou, on faisait respirer le sujet. En 1827, il publie même dans la revue médicale, journal clinique, les premières choses. Donc c'est quelque chose quand même qu'on connaît depuis longtemps. Quand on stimule électriquement le nerf phrénique, on fait respirer. Il y avait même eu des tests avant sur les chats et des tests de récupération sur des cadavres aussi, mais chez l'humain, quand même, plus de 2 siècles.
Eh bien, il a fallu attendre longtemps pour développer les techniques. Elles ont maintenant une vingtaine, trentaine d'années pour un des stimulateurs, 15 ans pour l'autre. On a deux techniques pour stimuler le nerf phrénique. Par voie intrathoracique, c'est-à-dire qu'on ouvre le thorax et on va implanter un stimulateur sur le nerf phrénique, ou beaucoup moins invasif, beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide, par voie intradiaphragmatique. Il suffit aux chirurgiens actuellement qu'on a formés de 3 opérations pour être complètement autonome. Et donc on passe par célioscopie, donc 48 heures d'hospitalisation, par célioscopie pour aller implanter par en dessous le stimulateur. Le stimulateur intrathoracique, on a 40 ans de recul. Je dis 30 ans à chaque fois, donc effectivement, à un moment, ça passe à 40. Donc c'est 40 ans de recul. C'est une implantation chirurgicale par thoracotomie, donc c'est assez lourd. Des électrodes quadripolaires qui entourent le nerf phrénique. Après, il y a des récepteurs sous-cutanés et on transmet par radiofréquence. Je vais vous montrer des images. C'est Atrotech qui fait le stimulateur le plus perfectionné. Il y a un stimulateur aussi, Avery, qui fait le stimulateur américain. Le stimulateur américain a le défaut d'avoir une seule électrode qui entoure le nerf phrénique et il y a des risques de brûlure après 10 à 20 ans de stimulation. C'est un stimulateur qui coûte cher, 60 000 € et on a réussi à publier notre suivi sur plus de 10 ans. Ah bah tiens, il y a quelques images qui ne passeront pas malheureusement, les caprices encore entre Apple et Microsoft. Le stimulateur, il est ici. Donc bah là, il y avait l'image du nerf phrénique avec le stimulateur qui s'implantait dessus. Et donc, vous voyez, ceci va jusqu'à un récepteur sous-cutané et on pose ces antennes qui sont externes avec ce stimulateur que le patient garde en extérieur. Le stimulateur par voie intradiaphragmatique, c'est une implantation laparoscopique. On a maintenant 10 ans de recul, on a fait une quinzaine de malades, c'est beaucoup moins cher, c'est 20 000 €. Le chirurgien, par laparoscopie, implante ces hameçons dans le diaphragme, là où le nerf phrénique arrive, et le pneumologue est derrière, à côté du chirurgien, parce que pendant le début de l'opération, on va faire une cartographie, on va stimuler partout, pour voir l'endroit qui stimule le mieux, qui témoignera de l'endroit où le phrénique arrive. Et ça, c'est la table de réglage pour le pneumologue, et le patient, il a juste ça qui est accroché. Les fils, actuellement, sortent à la peau. Donc, vous voyez, c'est célioscopie, et avec cet instrument qui a été fait que pour ça, là, on est dans le diaphragme, on voit le foie ici, on implante, on a déterminé avec cartographie que c'était ici que le nerf phrénique arrivait, probablement, et on va implanter une électrode et deux, ici, pour stimuler le diaphragme. Les indications, elles sont assez simples et c'est là où on est un peu fâché avec le fabricant. Si vous allez sur le site de Synapse Biomédical, qui est le fabricant, on a l'impression que si vous n'avez pas un stimulateur implanté, vous êtes pas fashion. Donc, il voudrait implanter à tout le monde. C'est à toutes les maladies, la SLA, tous les SLA, tous les blessés médulaires, quels qu'ils soient, etc. Et pourtant, il y a une indication très précise. C'est les patients qui ont une lésion spinale au-dessus de C4 et qui ont un nerf phrénique intact. Donc ça mérite quand même une exploration, un bilan. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et ça, évidemment, pour une société, pour une start-up, évidemment, c'est pas bon d'avoir pas beaucoup de malades. Il voudrait avoir plus de malades, bien évidemment. Mais c'est clair que 1, c'est les blessés médulaires, 2, au-dessus de ces 4, 3, qu'il y ait un nerf phrénique intact. Donc il y a des accidents, c'est des choses comme ça. Donc même des fois, la racine est perturbée, donc il faut vérifier tout ça. Mais voilà la meilleure indication. Il n'y a plus d'électricité qui passe du tronc cérébral vers le diaphragme, mais tout le système est intact. Je pose un stimulateur ici et je fais ventiler mon malade tout seul. Là où ça marche bien aussi, mais là aussi on est dans 15 à 20 malades par an, c'est les malades qui ont tout qui marche bien, ils ont juste un manque du contrôle automatique de la ventilation, comme les maladies de Ondine. Le stimulateur, là aussi, marche bien. On avait calculé que c'était 45 patients par an. 45 patients avant, avec les chiffres qu'on avait sur une évaluation que vous avez faite qui est déjà ancienne sur les blessés médulaires, on n'en voit pas plus de 10.
on n'en voit pas plus de 10. Alors, c'est toujours intéressant de venir à des endroits comme ici, puisque ça me permettra de diffuser le fait que cette méthode existe, mais je suis convaincu que maintenant qu'il n'y a plus 45 malades, qu'il y a 50 malades par an en France, blessés médulaires C4, dépendant de la ventilation. Il y a des progrès quand même qui ont été faits dans la prévention des accidents de la route, etc. Et je pense qu'il y a quand même moins de ces patients. Somme toute, on ne fait pas plus de 10 malades par an, alors que la technique marche bien et c'est parfaitement remboursé. C'est quand même dommage parce que vous allez voir, ça permet de donner une qualité de vie aux malades. Et 5 à 10 hypoventilations centrales. Donc c'est pour ça, quand on voit que c'est 50 malades en France, c'est 200 aux États-Unis, ça ne peut pas faire vivre une société. Donc effectivement, ils vont chercher, tant mieux, ça fait des perspectives, mais ils poussent un petit peu trop à notre avis, puis nous on freine du point de vue scientifique. Les résultats que nous avions attendus et qui sont démontrés maintenant dans cette technique, c'est sevrage de la ventilation mécanique. Tout patient qui a une lésion médulaire au-dessus de C4 va être dépendant sur une trachéotomie d'une ventilation mécanique 24 heures sur 24. Évidemment, ce sevrage de la ventilation mécanique va lui amélioration de la qualité de vie, amélioration de la mobilité et surtout la sensation de sécurité. Pour un patient, c'est beaucoup plus sécurisant de ne pas voir tous ces tuyaux qui traînent. Réduction du coût du soin et amélioration de la survie, pas démontré encore, pas assez de malades, mais une petite tendance. Sevrage de la ventilation mécanique, donc vous voyez, ça c'est un patient typique C4 avec un ventilateur, un peu ancien, mais pas tant que ça. C'est le ventilateur le plus classique qui est le plus étendu à nos malades. Et ils sont tellement habitués à ces ventilateurs qu'ils ne veulent pas le lâcher. C'est l'Éole. C'est un ventilateur à soufflet très particulier. Ils ne le veulent pas le lâcher. Donc la photo n'est pas si vieille que ça. La débrancher, c'était les premières séances. Après, on met une canule beaucoup plus petite. Avec un foulard, on ne voit même pas que le malade est dépendant d'une ventilation puisqu'il respire tout seul. On l'a publié, on a mis du temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de malades, mais sur les 59 implantations et les 49 tétraplégiques implantés, on a eu des petits échecs au début, mais on a une complète autonomie dans la grande majorité des cas. On a même normalisé des hypertenseurs artériels pulmonaires et on a le résultat identique dans les deux techniques. On a maintenant, on découvre des choses. Le stimulateur qu'on implante par en bas, par le diaphragme, qui doit traverser quand même l'électricité, doit traverser tout le muscle, il doit y avoir un effet d'usure, parce que nos plus anciens patients, ils sont 3, ils ont 7 ans, et malheureusement, le stimulateur marche moins bien, alors que les autres, avec l'autre technique, stimulateur implanté directement sur le phrénique, on n'a pas eu de recul. Donc voilà les petites choses qu'on découvre quand on fait des choses nouvelles. Il n'y a pas d'études randomisées sur l'amélioration de la qualité de vie, on n'a que des études non contrôlées, mais est-ce qu'il en faut ? Est-ce qu'il en faut? Est-ce que ce gamin pourrait faire du manège comme ça avec un ventilateur? Est-ce que ce Pyrénéen qui allait au ski tous les ans et qui continue à aller au ski tous les ans, c'est pas facile de faire du ski avec un éole qui suit derrière et le ventilateur. Il y va tous les ans avec ses copains, il a un super groupe de copains qui le soutiennent bien, etc. etc. On a plein de photos comme ça, c'est un gain d'autonomie. On a quand même publié sur la qualité de vie et les résultats sont spectaculaires. Tous les malades, avant, après, est-ce qu'elle a fait placebo, est-ce qu'elle a fait nouveauté, peut-être, mais en tout cas, ils considèrent que leur qualité est bonne. Ils ne souhaiteraient pas revenir au ventilateur et ils le recommanderaient aux autres malades. Donc on a quand même des résultats assez forts et sur des critères durs comme la survie, malheureusement, l'équipe européenne qui fait le plus de stimulateurs autant de stimulateurs que nous, c'est Hirschfeld à Munich en Allemagne et lui aussi il essaie de publier sa vingtaine de malades et il a une tendance à l'amélioration de la survie. Pas sur un essai randomisé, il n'y en aura jamais, c'est même pas la peine d'espérer et on n'a pas de résultats forts. Mais les résultats attendus sont là. C'est magique. Vous avez votre ventilateur, le patient revient du bloc, une semaine on ne fait rien, on est tous dans la chambre, on allume, on enlève le ventilateur, et là tout le monde pleure, la mère, tout le monde, parce que la personne se remet à respirer toute seule. C'est magique. Ça marche très bien. Et ce qui est magique, c'est qu'on a eu aussi des résultats inattendus. On avait un peu oublié que quand on ventile avec un ventilateur, on ventile les sommets d'un poumon, et qu'on est tous faits pour ventiler avec les bases du poumon, et quand on remet le stimulateur en route, ça fait plein de sécrétions qui remontent, qui sont coincées depuis des années, ça lève des atélectasies, ça réduit les infections. Autre surprise, on a eu des gamins qui, on avait un tétraplégique, pardon, qui aimait pas les carottes quand il était jeune. Et après, une fois trachéotomisé, ventilé, l'air qui passait que par là, il mangeait n'importe quoi. Et quand il a été stimulé,
on s'est rendu compte, il s'est souvenu qu'il n'aimait plus les carottes parce qu'il a eu à nouveau l'air qui est passé par les voies aériennes supérieures. Et donc, restauration de l'olfaction. Petite surprise. Amélioration des échanges gazeux. Avec les mêmes volumes, la même fréquence, les patients sont mieux ventilés. On a montré aussi des améliorations du débit cardiaque. Respirer à pression négative comme on le fait, ça fait partie des choses qui ramènent le sang vers le cœur. Et en fait, c'est des choses quand on ventile en pression positive avec un ventilateur par trac, on diminue le retour veineux. Et on a eu l'effet entraînement qu'on a découvert. On a eu des résultats inattendus aussi complètement surprenants, et notamment quand on a commencé à travailler sur des sujets non blessés médulaires, un peu poussés par le fabricant, mais de manière intelligente, et on s'est retrouvé avec les mêmes réglages que les blessés médulaires, à avoir des malades qui avaient très mal. On allume le stimulateur et c'était des douleurs atroces, parce qu'on avait un peu oublié, en ayant 20 ans de recul avec des blessés médulaires, que le nerf phrénique, c'est aussi un nerf sensitif et qu'il y a des fibres C dans le phrénique. Et donc, on a eu des malades qui même perdaient connaissance avec les réglages. Donc ça, c'était la grosse surprise. On travaille dessus, mais c'est très limitant pour l'utiliser à d'autres personnes que les blessés médulaires. Diminution des infections respiratoires. Toujours Hirschfeld qui a montré qu'il y avait avant, après, il y a une vraie diminution des infections respiratoires, et ça on le voit tous, parce et au début quand on commence à stimuler, il y a une vraie amélioration de la clairance. La surprise, c'était que tous ces malades nous décrivaient une restauration de l'olfaction. Ça nous semblait être un handicap un peu sous-estimé, mais très important, et on a été chercher chez les ORL, ils ont ce petit outil qui est un scratch, on scratch, et puis ça donne odeur pizza, on scratch, odeur ananas, odeur vanille, et donc c'est grâce à ça qu'on a fait cette étude publiée par Dan Adler dans l'European Respiratory Journal. C'est un bon journal de pneumologie où tous ces malades tétraplégiques ventilés par trachéotomie, on a tous oublié, on ne s'en rendait pas compte, ils sont tous anosmiques, ils ne sentent plus rien, ils n'ont plus de goût, quasiment plus, et on restaure la normalité juste en les laissant respirer à nouveau par les voies aériennes supérieures. Et on a montré tout récemment chez plusieurs malades tétraplégiques et chez une patiente ondine qui désaturait ici sous machine et qui désature plus sous stimulateur, une amélioration, pas une amélioration, mais des meilleurs échanges gazeux quand on est sous stimulateur avec les mêmes volumes, avec la même fréquence respiratoire. Pourquoi? Parce qu'un stimulateur fait ventiler la base du poumon. Et effectivement, résultat confirmé ici, on a une meilleure oxygénation de ces malades. Résultat en cours de publication, nos collègues réanimateurs sont en train de nous faire des échographies de haute précision à tous ces malades sous stimulation et en ventilation. Et on remarque effectivement, stimulateur allumé, ça fait stimuler le diaphragme, ça fait une grosse pression négative et ça améliore le débit cardiaque. Résultat à démontrer, mais on est dans les perspectives. Allons plus loin dans les perspectives maintenant. Donc le blessé médulaire, voilà, là je suis juste dans l'information, continuons à passer la parole autour de nous. Quand vous allez voir des patients qui sont dans les réanimations depuis 1 an, 2 ans, avant de les prendre, et qui sont ventilés, avant de les prendre en charge dans votre secteur de réhabilitation, dans vos services de réhabilitation, dans vos hôpitaux de réhabilitation, pensez qu'il peut bénéficier d'un stimulateur phrénique. Les résultats sont clairs et ça facilite la vie de tout le monde, notamment du personnel paramédical et de la rééducation. Et donc on a utilisé l'effet entraînement pour des perspectives. Dans la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie qui fait dégénérer le nerf phrénique, comme tous les nerfs motoneurones. Et donc, quand les fabricants ont commencé à dire « tiens, pourquoi on n'irait pas essayer ça ?» Ils ont essayé 3-4 malades, ça marchait un peu. On s'est dit « mais c'est un peu idiot parce que le nerf phrénique se délite. » Pourtant, il y a quelques éléments qui, même dans une maladie où vous perdez le muscle, ou même si le nerf se maintient, la stimulation périphérique fait des petites choses, mais on n'arrive jamais à stimuler complètement le nerf et tout le groupe musculaire, donc c'est pour ça que ça n'a jamais été poussé plus loin. Et là, on a un outil qui permet de stimuler tout le diaphragme en un coup. Et surtout, on a commencé à voir apparaître des papiers sur l'exercice respiratoire qui montrent que ça maintient et ça améliore la fonction respiratoire chez les patients SLA.
En même temps, les neurologues dans le centre SLA à Paris sont en train de démontrer que les patients qui évoluent plutôt lentement, ce sont ceux qui sont capables de faire de la réinnervation quand ils perdent leur motoneurone. Donc c'est là où on s'est dit, on va essayer la neurostimulation du nerf phrénique dans la SLA. On a fait une étude avec nos collègues américains de 2006 à 2009. Les premiers résultats sont publiés. On n'a pas réussi. Il y avait probablement une erreur de concept parce qu'on a implanté à des malades qui avaient une machine. On a imaginé que c'était des tétras un peu évolués, blessés médulaires. On a dit on va faire remonter le diaphragme. Et en fait, je n'avais jamais vu des diaphragmes aussi fins. C'est vraiment du papier. Quand on a été au bloc opératoire, même les blessés médulaires qui pendant 2 ans n'ont pas utilisé leur diaphragme, ils avaient un meilleur diaphragme. Et donc en fait, l'erreur de concept, c'est qu'on a été faire des malades trop graves. Il n'y avait plus de diaphragme à maintenir, à réentraîner. Il n'y avait plus rien. C'est un désert. Somme toute, tous les malades ont dit qu'ils allaient mieux. Et on a montré qu'on améliorait un peu le sommeil et un peu l'endurance du diaphragme. Et premier protocole 2008, la médiane de survie des patients SLA, après ventilation, c'est 2 ans et demi. Depuis 2008, il y a quand même encore 4 malades du protocole qui sont avec nous vivants. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, meilleur sommeil, meilleur diaphragme. On ne sait pas exactement, on n'arrive pas à le mesurer. Et donc nous, on est convaincus qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on a lancé une étude nationale. Il y en a une autre, les Anglais ont fait plus tardivement. Et nous, on s'est dit, si c'est un outil qui peut maintenir le diaphragme, autant le faire plus tôt. Et donc on a lancé un essai, et pour montrer aussi qu'on peut faire des études randomisées contrôlées avec placebo dans les dispositifs médicaux et dans la neurostimulation. Donc on est en train d'inclure, on en a inclus 74 malades SLA, avec un diaphragme tout juste atteint, mais très loin de la VNI encore, et ont des implants de stimulateurs. La moitié ont une stimulation factice, l'autre moitié ont une stimulation active, jusqu'à un certain temps. À un moment, ils auront tous une stimulation active. Et on est en train de regarder. Je ne vois pas de résultats spectaculaires pour l'instant, mais je ne sais pas, puisque la moitié sont en placebo, etc. Donc, il y a des perspectives dans le réentraînement. Et donc, SLA, 3000 malades, très intéressant. Et je termine sur cette perspective qui est encore plus intéressante, l'effet réentraînement, c'est tous ces patients qui sont en réanimation, ventilés. Et on a montré qu'au bout de 2 jours de ventilation en réanimation, le diaphragme fondait. Et là, il y aurait un intérêt à implanter ce stimulateur facilement pour maintenir le diaphragme quand le patient est ventilé. Et on a essayé dans une brebis, chez une brebis qu'on a ventilée pendant 1 semaine. Donc c'était pas facile, hein. Vous imaginez l'étude, on se relayait au chevet de la brebis pendant 1 semaine pour faire de la ventilation de la brebis. On en a perdu pas mal, hein. La réanimation de la brebis est pas facile. On a stimulé le diaphragme d'un côté et on n'a pas stimulé le diaphragme de l'autre. Et vous voyez qu'au bout de quelques jours, on a un maintien des cellules musculaires du côté stimulé, alors que le diaphragme, comme une neuropathie de réanimation, comme font tous nos malades, perd sa fonction. Donc voilà mon tour sur la stimulation phrénique, qui est le bon terme. Des évidences maintenant, pas d'un niveau très élevé, mais des évidences historiques chez les blessés médulaires au-dessus de C4, des perspectives dans l'entraînement du muscle. Et donc voilà, depuis 1827, on a quand même été jusqu'à ce texte, qui a été un grand succès. On a mis longtemps à le faire, mais on a obtenu le remboursement en 2011. C'est quand même quelque chose qui est remboursé. Donc avant tout, avant de parler de perspectives, n'oubliez pas de le proposer à vos malades qui sont blessés médulaires et qui pourront en avoir besoin. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour cet exposé très clair et très informatif. Et la parole est donc à qui la demande? J'ai une question. Je ne connais pas bien le sujet, mais j'ai vu passer des travaux expérimentaux chez le chien sur l'intérêt de la stimulation médulaire, cette fois-ci, à haute fréquence, supérieure à 200 Hz. C'est l'équipe de Cleveland. L'intérêt d'entraîner le diaphragme par une stimulation médulaire. Est-ce que c'est une piste qui vous paraît translationnable chez l'homme? Alors, la seule stimulation médulaire dont que j'ai vu passer, c'était plutôt des stimulations thoraciques pour faire travailler l'atout et le désencombrement. Là, vous me posez une colle, ça m'étonne parce que l'équipe de Cleveland sait
l'équipe de Di Marco et de Anders qui sont les fabricants de ça. Là, vous me posez une colle parce que je n'ai pas vu passer ça, mais je me demande si ce n'est pas les stimulations thoraciques qui, là, par contre, sont pas mal développées pour essayer de faire tousser les malades. Et on est en train de réfléchir à ça. Somme toute, la perspective que je n'ai pas pu vous montrer parce que je n'ai pas le droit d'utiliser les images, même si je suis un peu fâché avec eux, la société de Cleveland, ils sont en train de développer ce stimulateur avec plusieurs endroits stimulables, complètement implantables, et vous pourrez recevoir l'information et stimuler en même temps. Et alors peut-être qu'ils ont fait des essais sur la stimulation médulaire, mais à ce jour, ils vont chercher à stimuler la voie aérienne supérieure, le diaphragme et les abdominaux pour l'atout. Mais en ce qui concerne la médulaire, je serais curieux, je vais vérifier en rentrant, mais ça ne me dit rien. Pour aller encore plus vers l'expérimental, il y a 3-4 ans, il y a eu un papier, je pense que c'était chez le rat, où c'était stimulation médulaire après infection des motoneurones avec une technique d'optogénétique. Ça, vous pensez que c'est de la science-fiction ou que non, ça viendra actuellement, un jour? c'est une équipe anglaise, effectivement, qui est capable d'envoyer des cellules qui vont aller se fixer, bon, qui détruisent le nerf phrénique. Ensuite, ils mettent des cellules qui répondent à la lumière, sur les motoneurones, et donc ils mettent le stimulateur. C'est un petit outil qui envoie de la lumière régulière à la fréquence respiratoire. Et donc, la cellule est stimulée et envoie un influx électrique. Peut-être, j'ai un peu du mal. J'ai vu présenter ces résultats. C'est effectivement extrêmement excitant, d'une lourdeur incroyable. Mais après, quand on réfléchit un petit peu, mais à quoi ça va nous servir, où ça va nous emmener, pour moi, ça, c'est pas encore clair. Mais la technique, elle est très, très jolie. Et si on veut faire du minimal invasif, et là, on sort même de l'électricité, hein, vraiment, on est dans l'utilisation de la lumière, c'est très, très excitant et très, très, très joli. Mais utilisabilité, et même, j'ai même pas l'idée pour l'instant, où on pourrait placer ces techniques à ce jour par rapport à ces stimulateurs qu'on a actuellement. Mais voilà l'actualité. Oui. Ils vont terminer là, je pense qu'ils vont publier leurs premiers résultats maintenant d'essais larges sur l'animal. Pour tout ce qui est tétraplégique complet avec une racine C4 correcte, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où on a C3 et respirateur, la question ne se pose même pas, d'autant plus que la majorité des jeunes, donc l'indication est correcte, et il faut le faire, il faut orienter les patients. Pour rajouter un petit élément à ce que vous avez dit tout à l'heure avec le fait de reconnaître les matières et tout ça, il y a aussi le fait de sortir ce genre de patients de la réanimation et de les renvoyer vers la rééducation, qui est la vraie spécialité qui doit s'occuper d'eux. Donc à partir du moment où ils ont une stimulation, qu'ils ont un diaphragme, ils sont plus reçus en rééducation plus facilement par des équipes. Ça c'est une parenthèse. La question que je me pose, c'est certains patients qui ont un diaphragme correct, on est C4 d'un côté et on est C3 de l'autre, et on le découvre souvent tardivement, c'est-à-dire il y a un patient qui va être proposé par la réanimation en disant c'est un C4, c'est-à-dire il a un diaphragme 5 sur 5 des deux côtés, mais en fait il a un diaphragme d'un côté qui est plutôt entre 2, 2+, voire 3-, et quand on fait une radio inspiration profonde, expiration profonde, on le voit tout de suite, c'est un examen très simple, au lieu de l'examen moteur qu'on fait sur les muscles externes, le diaphragme, on le voit. Si on fait que l'échographie que font les réanimateurs, ils disent il respire bien des deux côtés, on est des fois surpris. Sur ces patients-là, est-ce que vous dites tout de suite il faut effectivement faire une électrostimulation sur le diaphragme qui est C3,5, C3, ou pas? Alors là, vous êtes embêté avec le stimulateur n'a aucune mesure de l'activité propre du malade.
Si vous avez un malade qui a un diaphragme fonctionnel, effectivement, et de l'autre côté que ça ne marche pas, mais que ça ne suffit peut-être pas à la ventilation, mais vous voyez qu'il a un peu de VS, ça va faire un inconfort et même un conflit important. Vous ne pouvez, à ce jour, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la perspective du nouveau stimulateur qui va capter l'information sera intéressante, mais à ce jour, il n'est pas possible d'implanter quand on a un seul des deux diaphragmes qui est atteint, paralysé, puisqu'il y aura une incompatibilité entre l'information que recevra un diaphragme et l'autre. Donc ça, c'est pas possible. On a le même souci aussi avec les C4 ou même C5. Il y a une partie du nerf phrénique qui sort de C5, ou les C4 incomplets, qui ont un peu d'activité, mais pas suffisamment, par exemple, pour tenir 24 heures sur 24. À ce jour, on n'a pas osé aller implanter. Ça reste une thoracotomie et ça reste une chirurgie. Si on laisse le nerf phrénique, en plus le malade va perdre le peu qu'il avait en spontané. Donc on freine un tout petit peu pour l'instant, mais ça va peut-être changer. On pensait que ça allait changer avec le nouveau stimulateur, 20 000 € facile, célioscopie, là on ne peut pas blesser, et il va capter ce que le malade fait. Quand le malade, comme un pacemaker, quand le malade fait quelque chose, on ne fait rien. Si le malade s'endort et qu'il y a moins d'électricité qui passe, on prend le relais. Sauf qu'on va être coincé par le fait technologique, mais on va essayer de le résoudre, que ça fait mal. Mais oui, on y réfléchit et c'est vraiment l'avenir, ces patients, parce qu'il y en a beaucoup plus que le C4, C3 pur. Si c'est possible, juste un petit complément. J'ai vu qu'il y a 50 personnes qui ont stimulateur par rapport aux États-Unis où il y a 200. Alors, je suis un peu surpris parce qu'on a un rapport de 1 à 10 par rapport aux États-Unis, comme la population. Et pour ça, on est plutôt à un rapport à 1 à 4. Est-ce qu'il y a une explication ? Il y a une réticence des équipes de rééducation à la stimulation phrénique aux États-Unis depuis très longtemps. Un grand nom de la rééducation aux États-Unis, c'est John Bach. Et John Bach s'oppose formellement depuis longtemps à ça, parce que lui, il enlève la trachéotomie aux malades et il leur met des ventilateurs et pièces buccales. Il dit que c'est aussi bien un peu invasif, on n'a pas besoin d'opérer les malades. Donc il y a une réticence culturelle depuis longtemps du monde de la réhabilitation aux États-Unis sur le sujet, premièrement. Et deuxièmement, le remboursement est très hétérogène puisque c'était quand même 60 000 € et il n'y avait pas du remboursement aussi bon qu'on l'a eu depuis 2011 en France. Merci. Jamel ? Là, tu disais qu'il fallait avoir un nerf phrénique intact. Oui, nerf phrénique intact, oui. Et donc, dans votre expérience, combien de pourcentage de patients sont récusés justement sur ce type de lésion cervicale parce qu'ils n'ont pas un nerf phrénique intact ? Plus de la moitié. Plus de la moitié. Plus de la moitié. Et c'est pour ça que nous recommandons fortement de faire cette exploration électrophysiologique. C'est un EMG du nerf phrénique, hein, c'est très simple à faire et vous le faites probablement tous. Et par exemple, la synapse biomédicale disent non, C4, on y va, on implante. Et tiens, on verra au bloc si ça marche ou pas. Ça, c'est une attitude que nous ne cautionnons pas. Et oui, il y a quand même la moitié des malades qui ont eu des lésions du phrénique. C'est des accidents à haute cinétique, etc. Donc quand même. Il y avait une question au fond tout à l'heure, mais elle n'y est plus. Bon, ça peut être répondu. J'avais lu un papier sur la NAVA, qui est une électrode située sur une sonde gastrique à distance. Est-ce que ça serait possible chez les blessés médulaires ? La NAVA va mesurer l'électromyogramme du diaphragme. Effectivement, avec une sonde qui est comme une sonde gastrique. Vous avez quand même le désavantage qu'il faut que vous ayez une sonde gastrique tout le temps. Et 2, le blessé médulaire qui a une coupure au niveau médulaire n'a plus d'électricité qui arrive sur son diaphragme. Donc la NAVA ne servira jamais chez un blessé médulaire. Et si elle est utile, si ça détecte, ça veut dire que le blessé médulaire respire tout seul et donc il n'a pas besoin de stimulation. Donc la NAVA, non, c'est pas une indication pour le blessé médulaire.